ça dure depuis quelques temps, mais particulièrement en ce moment. Donc, il y a une profession qui est particulièrement mal perçue et molestée au sens propre comme au sens figuré. Je veux parler des journalistes dont je fais partie. Il y a celles et ceux donc, qui sont employés comme moi par une rédaction et celles et ceux qui proposent des sujets à différentes rédactions dont on dit donc qu'ils travaillent à la pige. Donc une récente tribune a donné l'alerte sur les conditions de travail des dits pigistes. Ces conditions de travail se dégradent. Comment on en est arrivé à ce statut qui devait procurer liberté et possibilité de faire plein de sujets auprès de plein de rédactions à une forme de précarité où le salariat est de moins en moins de mise. Parce que oui, les journalistes pigistes sont aussi des salariés. Comment plus globalement, les conditions donc, d'exercice de ces métiers, puisqu'on peut être pigiste et donc rédacteur, journaliste, photojournaliste ou encore technicien, deviennent de plus en plus compliquées pour la majorité. C'est ce qu'on va essayer de décrypter, de discuter avec mes deux invités. Donc, puisque pour le moment, on reçoit donc Delphine Bauer. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Et Constance Decordes. C'est Decordes ou Descordes ? Decordes. Bonjour. Bonjour. Donc, Delphine Bauer, vous êtes journaliste et donc vous êtes aussi membre du collectif YouPress. Vous, Constance, vous êtes photojournaliste et vous êtes donc membre aussi du collectif Les Incorrigibles. Tout à fait. Et donc, vous appartenez à des collectifs de pigistes que je viens de citer, qui sont aussi signataires de cette tribune qu'on a évoquée et qui a été publiée sur Libération début février. On va évidemment revenir là-dessus, donc sur cette tribune, parce qu'elle est assez inédite en l'état. Vous venez au nom du collectif donc Ras la Plume. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans ce débat-là, j'aimerais que vous nous expliquiez brièvement depuis quand vous travaillez pour des médias. Pour ma part, j'ai toujours travaillé pour des médias comme indépendante. Donc, je suis sortie d'école et j'ai immédiatement rejoint le collectif YouPress, auquel j'appartiens. Et c'est par ce travail collectif que j'ai réussi à construire ma carrière petit à petit. Et j'insiste vraiment sur le caractère collectif de tout ce que cette structuration m'a apporté, que ce soit au niveau des contacts, au niveau des conseils aussi dont on peut bénéficier en travaillant avec différents journalistes. Donc voilà, pour moi, ça fait plus de 10 ans que je suis pigiste. C'est un choix assumé. Une lutte au quotidien, mais ça fait déjà un bout de temps et a priori c'est parti pour durer, quoi. D'accord. Voilà, c'était aussi la question, c'est est-ce que c'était un choix ? Donc pour vous, Constance, depuis quand vous êtes donc journaliste et est-ce que vous avez choisi aussi d'être photojournaliste pigiste ? Alors moi en fait je suis photojournaliste pigiste depuis bientôt 7 ans, depuis 2012. C'est suite à une reconversion. Et en fait moi quand j'ai commencé à être photographe, je me suis même pas posé la question de savoir si je pouvais être en rédaction ou pigiste, puisque en photographe il y a tellement peu de postes en rédaction. De toute façon c'était une évidence pour moi la pige. C'était même pas, donc c'était un choix mais une évidence en même temps. Et j'ai commencé d'abord par être vraiment donc indépendante, plutôt toute seule, et par intégrer un collectif, donc Les Incorrigibles en 2016. Et c'est vrai que, comme disait Delphine, c'est le fait de ne plus être isolée, en fait, de venir travailler aussi avec d'autres gens, pas rien que ça, dans un bureau avec d'autres gens, de faire des sujets ensemble ou de parler de ces sujets, des problèmes qu'on a. Voilà, c'est quelque chose qui aide vraiment et il faut vraiment se regrouper puisque l'union fait la force et ça aide vraiment. Alors, par rapport à cette question du statut du pigiste, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de complexité à comprendre en fait pour les personnes ce qu'est un pigiste, ce qu'est un journaliste comme tout le monde. Donc il y a énormément de mots qui viennent qualifier le travail du pigiste. Donc on est freelance, on est indépendant. Est-ce que vous pouvez éclaircir en fait concrètement ce qu'est justement que ce statut ? En fait, il n'y a pas de statut du pigiste. Le pigiste, c'est un journaliste salarié, mais qui ne travaille pas pour une seule rédaction, mais qui collabore avec différents médias, presse écrite, radio, télé ou autres, qui peut réaliser des enquêtes, des reportages, des interviews. Donc c'est plutôt une façon de travailler qu'un statut, puisque aux yeux de la société, on est bien des salariés. En revanche, effectivement, aux yeux de différents autres organismes, ou même de nos patrons, des entreprises de presse, il y a un flou juridique sur notre statut et c'est vrai qu'il y a des failles qui font qu'on ne bénéficie pas exactement des mêmes droits que des journalistes qui sont en rédaction. On peut le constater dans le domaine de la santé, on peut le constater au moment des cotisations sociales, des tarifs de pige qui sont avancés sans prendre en compte le 13e mois, les congés maladie, etc. Et donc qui vont nous être finalement défavorables. Donc il y a plein de petites choses qui, mises
les unes avec les autres montrent qu'on ne travaille pas du tout dans les mêmes conditions qu'un journaliste en rédaction. Pareil pour la question des frais si on part en reportage, qui ne sont pas nécessairement remboursés. Évidemment, le rêve du ticket restaurant qui est pour l'instant totalement inaccessible. Donc tout ça semble des détails, mais en réalité, à plein d'égards, en fait, on paye pour travailler. Et ça, c'est quand même difficile de l'intégrer dans notre économie pour pouvoir survivre et vivre de notre métier décemment. Et vous, Constance ? En fait, c'est vrai que la principale différence, normalement, on devrait être un journaliste comme les autres, c'est-à-dire que là, nous, juste, on n'est pas intégré à la rédaction. Ça devrait être peut-être la chose à retenir le plus, pour mieux comprendre. Un journaliste en rédaction est censé avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs que nous. Nous, de facto, comme on n'est pas intégré, comme on n'est pas là, on n'a pas à traverser le couloir pour aller voir notre chef, il faut l'appeler ou lui envoyer un mail, donc forcément c'est plus compliqué de l'avoir, ils ne répondent pas toujours. Et en fait, tout ce qu'a dit Delphine, c'est-à-dire que les frais, moi j'attends toujours d'être remboursée pour les frais d'un reportage que j'ai fait en juin. Aussi le paiement à la parution qui parfois peut être, la parution peut être plusieurs mois après. Nous, ce qu'on demande aussi dans la tribune, notamment de Ras la Plume, c'est d'être payé à la fin du mois, travailler en fait, parution ou non. Et c'est vrai que pour toutes ces raisons, alors qu'on devrait avoir qu'on a légalement les mêmes droits, les mêmes devoirs, c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'obtenir ces droits en fait. Et que ça soit les frais, que ça soit les congés maternité, que ça soit toutes ces choses-là, en fait, on doit se battre. Et c'est pour ça notamment que ce collectif a été créé. Je pense aussi qu'on a vraiment envie de montrer que le pigiste n'est pas un sous-journaliste. Quand on est en soirée, qu'on dit qu'on est pigiste, les gens sont là, ah, d'accord. Enfin, presque avec une sorte de petite déception, alors que, notamment pour ceux qui ont fait ce choix, c'est au contraire une grande fierté. On est animé, franchement, d'une passion du métier. Sinon, on ne se galérerait pas comme on le fait depuis des années à gagner 3 francs 6 sous, etc. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une façon de redorer notre statut, en tout cas notre spécificité de pigiste, qui est pour une partie assumée. Et on représente quand même 22% des effectifs de la carte de presse. On est souvent invisibilisés. Et notamment sans doute parce qu'on est majoritairement à être des femmes, mais ça c'est encore autre chose. Voilà, et je pense qu'il faut montrer et rappeler le travail qui est fait par les pigistes, qui apportent franchement beaucoup d'idées, qui sont force de proposition auprès des rédactions et qui sont indispensables à la réalisation des journaux, des documentaires, des doc télé, etc. Oui. Le dernier prix Albert Londres, notamment, il y avait 4 pigistes dans les 5 lauréats. Donc voilà, ça donne c'est ça que je pense que peut-être le public, le grand public ne sait pas qu'en fait la plupart des choses qu'ils regardent, soit documentaires télé ou journaux papier, que voilà, pour donc 20% environ sont des pigistes. Donc on fabrique aussi l'information. Et c'est vrai qu'on est les gens, même les amis, ne comprennent pas spécialement nos conditions de travail. Et souvent c'est mais toi t'es pas journaliste et t'es pigiste, c'est pas pareil. Ils savent pas ce que c'est que la pige. Ils comprennent pas qu'on soit forcément salarié. C'est quelque chose qui paraît compliqué. Et c'est vrai que c'est assez compliqué si on ne l'explique pas, c'est compliqué. Voilà. Et après, on se fait des clichés sur les gens. Et c'est pour ça qu'il y a plus de défiance, je pense, aussi. Parce que les choses ne sont pas claires. Et donc, cette tribune qui a réuni tous les collectifs de pigistes, et il me semble que c'est une première, qu'est-ce qui a déclenché en fait ce cri collectif ? En fait, c'est pas nouveau. Ça fait plus de 2 ans qu'on avait publié une première tribune, déjà signée par une partie de ces collectifs, qui avait été publiée à l'occasion des Assises du journalisme, qui sont donc un des rendez-vous importants de la profession, où on parle de plein de thématiques relative au journalisme. Voilà, on avait déjà estimé qu'il fallait alerter sur les conditions de travail qui se détériorent. Et en fait, suite à ça, il y a eu des groupes de travail qui se sont constitués. On est aujourd'hui une grosse vingtaine de collectifs, plus évidemment ouverts à tous les journalistes indépendants qui ne travaillent pas en collectif, mais par des raisons pratiques, on a commencé par identifier les collectifs qu'on pouvait trouver. D'ailleurs, s'il y en a qui se manifestent encore, welcome. Et ensuite, on a essayé de créer des référents pour pouvoir avancer en fait sur des commissions argumentaires, des commissions communication extérieure, des commissions action, pour faire en sorte de faire parler de nos conditions et les faire connaître. Comme tu le disais, on sait assez peu dans quelles conditions exercent les pigistes. Et nous, on estime que c'est vraiment important, du point de vue aussi démocratique, de savoir comment l'information se construit. Et on est une petite pierre à cet édifice-là.
Donc voilà, c'est un travail vraiment qui s'est ancré dans la durée et là c'est que le début parce qu'on a plein de choses à débattre, on a une AG la semaine prochaine, il y aura des sortes de représentants, on va tourner dans les médias parce que comme c'est une action collective, il ne s'agit pas du tout de donner le visage à quelqu'un en particulier, on est tous autant représentants de ce mouvement-là, mais en tout cas on sent qu'il y a un mouvement de fond, il y a eu énormément de témoignages qui ont été laissés sur le Facebook de Ras la Plume, on sent qu'il y a vraiment une parole qui doit s'exprimer et ça nous réchauffe aussi le cœur de voir que ça va servir. En tout cas, on espère vraiment que ça va être utile et que ça va permettre d'améliorer ces conditions de travail pour un gagnant-gagnant à la fois pour les rédactions et puis pour nous. Justement, on sent qu'il y a, donc c'est une question un peu de loi du silence, puisque vous allez vous adresser ces problématiques de manière publique, dans une tribune, parfois même peut-être auprès de certains de vos employeurs. Est-ce que vous prenez un risque en faisant ça et que vaut ce risque-là, si jamais c'en est un ? En fait, le risque qu'on prend, comme on est un petit peu, le rapport de force n'est pas du tout équilibré quand on est pigiste avec une rédaction. On est largement en dessous, donc c'est sûr que si on dénonce toute seule en nommant un média, le risque, c'est qu'on ne soit juste plus rappelé. En fait, il suffit de plus rappeler, on n'a pas besoin d'engager des vraies procédures de licenciement, donc c'est assez simple à faire. Et le but, la force de notre collectif, c'est pas forcément de citer de name and shame, c'est pas ce qu'on compte faire, mais en tout cas, en s'unissant, on a plus de force pour parler des problèmes qui existent. Et donc, en effet, ce règne du silence qui peut exister quand on est isolé existe moins quand on est tous réunis. Et c'est aussi le but de ce collectif, donc qui est en effet qui existe depuis 2 ans, mais en préparation, et qui existe officiellement depuis janvier, on va dire. Ouais. Et voilà, c'était pour un petit peu briser l'omerta, en effet, et n'être plus seul face aux rédactions. Alors, on va aborder la question économique qui me semble un peu le cœur aussi des revendications, notamment dans la tribune. Mais pour que les gens comprennent bien, comment, en fait, en tant que journaliste, on peut proposer une pige à un rédacteur en chef. Vous allez voir qu'ensuite, on va parler peut-être des questions justement de réseau, de networking, comment justement on accède à avoir une place dans un journal quelconque. Mais comment on fait, simplement ? Le journaliste ou la journaliste pigiste va de toute façon garder les oreilles et les yeux, je pense, encore plus grands ouverts que tout le monde, parce qu'on doit être force de proposition pour réussir à travailler. C'est-à-dire que sur le nombre de sujets qu'on doit proposer, je ne pourrais pas te dire une proportion, mais il y a une majorité des synopsis qu'on écrit qui sont finalement jamais réalisés parce qu'on ne va pas trouver une rédaction preneuse. Donc il faut vraiment être force de proposition, tout en ne se perdant pas non plus dans des dédales, en partant vraiment dans tous les sens. Après, à chacun de cibler soit ses médias de prédilection selon sa fibre sociale ou politique ou enfin bref ou d'intérêt personnel, soit des thématiques qui lui sont chères sans pour autant être nécessairement spécialisé. Mais l'idée, c'est effectivement d'essayer d'apporter un peu de recul peut-être par rapport à des journalistes qui sont en rédaction, avec la possibilité notamment de pouvoir travailler sur des choses qui ne sont pas seulement de l'actualité chaude, mais de pouvoir proposer un angle un peu plus original sur telle ou telle thématique, que quelqu'un en rédac n'aura pas le temps de faire parce qu'il va être pris dans un espèce de rythme, une cadence effrénée. Donc ça peut être aussi tout ça qui nous permet d'apporter une vraie plus-value quand on va proposer un sujet. Mais effectivement, il y a un taux de réponse négatif relativement important. Il y a le taux d'absence de réponse aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne répondent jamais aux propositions. Et puis, de temps en temps, ça fonctionne. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir commencer à mettre en place une collaboration avec tel ou tel média. Donc c'est un travail quand même de longue haleine qui est, pour lequel il est compliqué de se faire une place tout de suite. Il faut travailler beaucoup. Et en sachant que pour la photo, donc il y a d'un côté la rédaction, de l'autre côté la photo, donc il est tout à fait possible, et ça se fait de plus en plus, notamment via les collectifs, de faire des binômes, donc de proposer un reportage texte et photo. Et juste pour les photographes, les photojournalistes, pour parler de comment ça se passe pour eux, il y a plusieurs façons de travailler qui peuvent différer un peu des rédacteurs. On peut envoyer des synopsis aussi. Donc des synopsis de sujets qu'on ferait soit avec un rédacteur, soit c'est juste des portfolios, donc c'est-à-dire qu'il y a des images et des légendes. Après, les photographes aussi, les photojournalistes vont souvent directement sur le terrain faire des photos pour espérer les vendre après. Peut-être à la différence un petit peu des rédacteurs qui, j'ai l'impression, les vendent vraiment plus en amont. Et nous, en fait, on a aussi une manière de vendre nos photos, soit en démarchant avec des médias qu'on connaît, soit en les mettant en étant diffusés en fait via des plateformes. Et là, ce sont les journaux qui achètent les photos, mais notamment on ne sait les prix qu'après.
Ce sont eux qui décident les prix et ils les achètent en ligne, en fait, sur des plateformes réservées aux médias et d'autres agences. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres façons un petit peu qui diffèrent de travailler des rédacteurs, mais c'est la même chose. On doit démarcher, on doit relancer. Il y a des médias qui ne répondent jamais, parce que parfois ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est très dur. Et quand on arrive à vendre un reportage, finalement, c'est là que le vrai travail commence. Quand on est pigiste, on a souvent défini nous-mêmes l'angle. Peut-être, en tout cas en photo, le rédacteur en chef nous laisse vraiment libre, souvent. Du coup, c'est vrai que si l'angle n'a pas été très bien défini avant, quand on revient avec les photos, surtout en photo, c'est trop tard. S'il trouve qu'il manque des photos, c'est trop tard pour la photo. Autant peut-être en rédaction, on peut rappeler s'il manque des informations quelqu'un, mais en photo, c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment sur le coup qu'il faut les faire. Et après se pose la question de tout ce qui est les frais de reportage, tout ce qui est quand ça sera publié, le paiement, et c'est une autre histoire. Et justement, cette question du paiement, dans la tribune, parmi les revendications, il y a un fait qu'il faut porter à la connaissance du public, c'est les chutes de rémunération, mais surtout de garantir qu'à terme, ce métier continuera d'être considéré comme un métier salarié. Donc, pourquoi c'est une revendication essentielle? Je prends juste l'un des passages. Donc, les tarifs de la pige stagnent la plupart du temps, voire diminuent. Les frais professionnels et d'équipement restent généralement à notre charge. Donc, vous payez pour travailler. Nos conditions de travail se dégradent. Nous nous rendons parfois sur des terrains compliqués et dangereux pour des reportages à l'autre bout du monde ou dans des manifestations près de chez nous. Donc, on a vu aussi avec les manifestations des Gilets jaunes qui continuent tous les week-ends, et où beaucoup de pigistes en fait représentent souvent les journalistes qui sont sur le terrain. Et si dans ce contexte, nous avons un accident de travail ou tombons tout simplement malades, nous ne sommes alors pas toujours protégés. Donc en quoi c'est une revendication essentielle justement? Le salariat est censé nous permettre de cotiser justement dans le cas où on tombe malade, où on tombe enceinte, où on tombe sous le coup d'un accident ou autre. Et il se trouve qu'avec ce flou du travail en pige qui peut être soit pas encore vendu, soit la relation hiérarchique et contractuelle va être démentie ou en tout cas contestée, etc. On peut arriver à des situations où effectivement la prise en charge des soins ou la prise en charge d'un congé ne va pas être payée ou ne va pas être compensée. Donc ça pose des vrais problèmes sur l'exercice de notre travail, ça nous précarise et ça nous vulnérabilise encore plus, parce que si on ne travaille pas et qu'on n'est pas inscrit à Pôle emploi, on peut ne rien gagner et c'est quand même très très problématique. Pour ma part, et Constance qui est enceinte pourra en témoigner, je l'espère pas, mais ça a été une galère administrative sans nom pour réussir à obtenir des indemnités journalières pendant mon congé maternité. J'ai dû vraiment me battre 9 mois pour obtenir 3 200 € pour 4 mois de congé mat. Voilà, ça fait 800 € par mois. Je pense que je ne les avais pas volés. Enfin, c'est juste un exemple et il y en a plein d'autres. Voilà, malheureusement, ça nous met dans des positions vraiment compliquées. C'est chronophage, ça prend beaucoup d'énergie et on aimerait bien pouvoir se recentrer aussi sur notre cœur de métier, notre travail de journaliste et pas se battre sans arrêt avec l'administration ou parfois avec les rédacs pour faire entendre juste des droits qui sont les nôtres. Oui, puisque en fait, à noter, c'est que vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des personnes qui venaient pour parler de notre profession, de cette profession dont les conditions se dégradent et qui, en fait, à terme, permettent pas qu'on ait accès à une information qui soit une information où, en fait, derrière, on ne cautionne pas du travail mal rémunéré, parfois pas rémunéré, dans des conditions qui ne sont pas dignes, en fait, d'un pays comme le nôtre. Et puis surtout, comme disait tout à l'heure Delphine, c'est que en fait, le pigiste, il dépend de la loi Cressard. Et en fait, donc, légalement, on doit être payé en salaire. Rien que sur ce point qui est vraiment quelque chose de très très simple et de très basique, il y a beaucoup de rédactions qui essayent de payer, notamment pour les photographes. Après, j'imagine qu'il doit y avoir des choses similaires pour les rédacteurs, en note d'auteur, en droit d'auteur, en fait, donc en facture, pour faire simple. Parce que vous pouvez expliquer précisément ce que c'est que la note d'auteur? En fait, la note d'auteur, les photographes souvent ont 2 statuts. Parce que comme c'est un petit peu compliqué de vivre uniquement de la presse, ils font aussi d'autres photos, voilà, que ce soit des photos en studio, des photos pour des entreprises, enfin voilà, de la photo corporate, comme on dit, d'entreprise. Et du coup, pour cela, la plupart du temps, on a un statut d'auteur-artiste qui relève des AGSA.
Et donc, ce statut-là, en fait, nous permet de faire des factures quand on ne travaille pas pour la presse. C'est un autre métier, en fait, toujours photographe, mais pas photojournaliste. Et la plupart, non pas la plupart, certaines rédactions essayent vraiment de payer en facture les photographes, puisque ça leur coûte moins cher, en fait. C'est-à-dire que si je sais pas, pour quelque chose qui vaut 100 €, l'employeur, en fait, paye que 100 €. Voilà, il y a une toute petite part, 0,1%, je crois, de cotisation aux AGSA. Ouais. Mais c'est-à-dire, voilà, alors qu'évidemment, un salaire, on le sait, ça coûte plus cher. Il y a des charges patronales et des charges salariales. Mais à la limite, voilà, c'est pas vraiment notre problème et de toute façon, c'est la loi. Donc c'est vraiment une des revendications principales, juste être payé en salaire comme la loi l'exige, en fait. C'est principalement ça. Et effectivement, on est confronté à l'ubérisation du travail qui concerne tous les secteurs d'activité économique en France, y compris la presse. Donc on essaye aussi d'alerter là-dessus parce que ça peut précariser encore davantage notre profession. Et nous, on n'est pas des victimes dans le sens où on essaye aussi, dans les prochains mois, de lancer des initiatives, de lancer des projets, des choses positives. On n'est pas là juste pour se plaindre. On est là pour dire, OK, nos conditions se dégradent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant et quelles solutions potentielles on peut trouver. Donc on est dans cette réflexion-là qui, je pense, est plutôt quelque chose de constructif, dans le sens où on estime aussi que la qualité de l'info, elle est essentielle, notamment à des périodes de crise, de confiance des lectorats ou des téléspectateurs et autres. Donc autant recréer, autant continuer à faire des médias de qualité. Et ça passe aussi par, puisqu'on n'est pas si peu dans le métier, revaloriser le travail des journalistes pigistes, des photographes, des JRI, etc., qui sont tous dans le même bateau. Et justement, alors c'est mes deux dernières questions. Comment vous vivez justement le fait que, étant vous travaillez pour produire de l'information et de plus en plus difficilement, que justement, à l'autre bout de la chaîne du spectre, le public, parfois, soit très virulent, voire parfois moleste. Par exemple, pendant les manifestations, notamment certaines mobilisations, et notamment des Gilets jaunes, il y a une vraie défiance et une vraie même violence qui s'exprime. Est-ce que c'est une violence qui, en fait, est une violence qui en fait, est la violence qui rejaillit, en fait, sur les personnes qui produisent cette information difficilement? Ou est-ce que, et concomitamment, comment on fait pour lutter quand, en fait, on est aussi victime, en fait, de ce système qui fait qu'on ne peut pas produire l'information comme on voudrait? Ouais. Je pense que la plupart du temps, en fait, la méfiance vient d'un manque d'information. Là, je parle d'information, je parle pas du journaliste. Et donc, je pense que on est une des professions les plus détestées. Ouais, voilà. Oui, ça c'est vrai. Par ignorance, probablement. Donc... Mais je pense que la plupart du temps, c'est par ignorance. Enfin, en tout cas, je suis peut-être optimiste en me disant ça, et je pense qu'en expliquant ce qu'on fait, comment on travaille, ce qui ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas qu'on se remette en question, parce que voilà, il y a des choses qui sont peut-être vraies, on peut toujours s'améliorer, et je pense que tout un chacun peut le faire, mais je pense que expliquer, et notamment c'est ce qu'on fait en venant ici, c'est ce qu'a pour vocation de faire Ras la Plume, c'est d'expliquer comment ça se passe, et surtout d'enlever les idées toutes faites sur le salaire médian d'un pigiste, c'est 2 000 €. Brut, voilà. Donc, ce qui fait 1 600 un petit peu moins net. Donc voilà, déjà, ça, c'est une réalité que peut-être les gens qui mettent dans le même panier tous les journalistes peut-être ne savent pas. On n'est pas tous les journalistes qui gagnent énormément d'argent. C'est même, voilà, je ne pense pas que ça soit une majorité. Dire aussi qu'il y a environ 20% des journalistes avec carte qui sont des pigistes. Ces chiffres-là, voilà, on est une minorité par rapport au nombre de journalistes avec carte, mais on est une grande minorité quand même. On gagne moins que le salaire médian français. C'est ça, le salaire, qui est à 2100 et quelques, et nous, on est donc à 1950. Donc, et le salaire médian d'un journaliste en rédaction est de 3005, par exemple. Qu'il y a un petit peu plus de 600 photojournalistes avec carte uniquement. Que parmi ces 600, il y a 25 femmes. Ça, c'est juste un petit aparté. Voilà, je pense qu'il faut expliquer, il faut faire un petit peu de pédagogie, un peu d'éducation aussi, parce que oui, on sait bien que les journalistes ont mauvaise presse, sans jeu de mots, mais et que parfois il y a cette idée du quatrième pouvoir. Évidemment que la presse, les médias constituent un contre-pouvoir démocratique essentiel, etc. Mais parfois les clichés qu'on peut associer à collusion entre le pouvoir, entre le journaliste politique et autres. Alors c'est pas le cas évidemment de tous. Et nous sur le terrain, on est juste des journalistes qui cherchons à bien faire notre travail
travail, on essaye de creuser l'info, on essaye de photographier les bonnes choses au bon moment, etc. Et c'est vrai que c'est important pour nous d'essayer de peut-être donner aussi confiance en une partie des Français qui doutent dans la sincérité des journalistes. Il y en a plein qui font leur métier avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de passion et il faudrait aussi, voilà, je pense, remettre quelque chose de positif au cœur de la façon dont on appréhende les médias en général. Il n'y a pas de médias, il y a plein de gens dedans et oui, il y a des groupes de presse, mais comme il y a des groupes industriels dans d'autres secteurs d'activité économique. Donc voilà, je pense qu'il faut à chaque fois dissocier les personnes en tant que telles et bien sûr le système dans lequel elles évoluent. C'est justement cette surreprésentation des femmes dans les journalistes pigistes. Comment ça s'explique selon vous? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça va avec le fait que c'est... En fait, c'est des chiffres qu'on retrouve dans tout. En fait, les 70% des emplois précaires en France sont occupés par des femmes. Et donc, je pense que ce soit, que ce soit dans le soin à la personne, que ce soit dans le ménage, enfin tous les emplois précaires, la plupart, voilà, plus de 2 tiers sont des femmes. Et ben nous aussi, en tant que pigistes, on est surreprésentés. Alors, on n'est pas à 70%, on est à un peu plus de 53%, mais on se retrouve aussi dans des hiérarchies de pouvoir, mais parfois même inconscientes. Je ne pense pas du tout que nos rédacteurs en chef nous perçoivent d'abord comme des femmes plutôt que comme des journalistes, mais il se trouve que les positions de pouvoir, elles sont majoritairement occupées par des hommes, que nous, pigistes, là, vous avez 2 femmes devant vous, en effet, et on est représentatif de la majorité de la population pigiste. Donc, je pense que c'est simplement la continuité de ce qui se passe ailleurs dans la société, et qu'il faut être aussi vigilant à faire en sorte qu'elles soient mieux représentées, y compris dans les positions de pouvoir. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de femmes qui soient rédactrices en chef de grands médias aujourd'hui. D'après une étude qui était un hors-série de Fisheye, du magazine Fisheye, il y a 2 ans, je crois, sur les photographes, il y avait notamment que les femmes photographes représentent uniquement 25% des expositions lors des festivals. Il y avait aussi, alors le chiffre, c'était sur environ 9000 photos, il n'y en avait que 900 qui venaient de femmes photographes, alors qu'en fait, elles sont 2 tiers dans les écoles de photographes. Et voilà, c'est des chiffres qui... Là, c'est photographe, pas que photojournaliste. Hein. Mais je pense que c'est à l'échelle de la société, en fait. C'est qu'on ne fait pas exception, on est plus dans les professions précaires et voilà, ça progresse, je pense, quand même. Ça progresse vraiment, mais il y a encore du travail et c'est pour ça qu'on est là. Et justement, alors quand même, le pendant de tout ça, c'est peut-être un exemple. Est-ce que vous avez vécu des tours pendables? Est-ce qu'on vous a fait des tours pendables justement du fait que vous étiez et journaliste, pigiste et femme? Moi, depuis que je travaille dans ce milieu-là, honnêtement, non. J'ai vraiment jamais eu de problème avec aucune rédaction sur ce point-là. Et pour ma part, c'est pas forcément dans des relations avec des rédacteurs ou des rédactrices en chef. Hein. Ça peut être effectivement sur l'exemple de mon congé maternité qui a été très galère, mais qui n'est pas anodin non plus parce qu'on n'évolue pas seulement avec des interlocuteurs dans les entreprises de presse, on évolue aussi avec des interlocuteurs des organismes de santé ou autres, enfin comme voilà, toute personne qui travaille. Donc c'est ça qui m'a fait sentir que ma position de pigiste et de femme précarisait et ça m'a quand même inquiétée parce que effectivement si à ce moment-là j'avais pas eu un partenaire qui était dans la possibilité de m'aider, j'aurais été vraiment dans une situation intenable et voilà, c'est plus le cas aujourd'hui donc je me retrouve en plus mère célibataire et ben ça va être un combat de plus et en étant pigiste et femme oui ça va être des choses plus difficiles à gérer mais je pense qu'on a vraiment la fleur au fusil, on a très envie de continuer à faire notre travail et autant que possible, c'est pas un jugement de valeur et on n'est pas dans la confrontation, on est vraiment dans comment faire en sorte pour essayer d'améliorer nos conditions et que vraiment chacun puisse en trouver un intérêt. Je pense qu'on est vraiment dans une démarche très, très positive en fait. Oui, puis pour rebondir ce que tu viens de dire, oui, par contre, tout ce qui est le congé maternité, je peux en parler puisque moi je suis en congé depuis 3 semaines et mon dossier est en cours d'examen en fait, donc je ne touche rien du tout pour le moment. Voilà, donc rien. Et c'est vrai que oui. Alors après, les congés maternité c'est les mêmes conditions que tout congé maladie, donc ça ne touche pas que les femmes, mais de facto. Il n'y a que les femmes qui sont enceintes en tout cas. Donc c'est vrai que ça, c'est un des... voilà, c'est pas une question de sexisme de la part de nos employeurs, mais c'est vrai qu'en tant que femme, c'est quelque chose qu'on subit plus. En tout cas, ça sent que vous êtes dans une démarche plutôt positive, pas du tout victimaire, en tous les cas, d'adresser les choses telles qu'elles sont et pas pour que ça aille mieux, justement. Alors là, c'est la toute dernière question. Est-ce que suite à cette tribune, on a entendu votre appel? Est-ce qu'il y a eu des prises de contact
On a eu des invitations, plusieurs invitations médias, ce qui pour nous est le signe que le message est en train de se faire entendre. Après, on est aussi dans la construction de nouvelles initiatives. Donc je pense qu'il faut suivre avec attention les prochaines sorties, prises de position de Ras la Plume au cours des prochains mois. Il y a beaucoup de choses qui sont en construction. On n'a vraiment pas du tout l'impression d'inventer l'eau chaude. On est très conscient du rôle des syndicats qui ont un rôle très spécifique dans la défense de nos droits, d'associations comme Profession Pigiste. Enfin, vraiment, nous, on doit trouver notre place dans un panorama qui est déjà occupé par plein d'acteurs sur le terrain. Et je pense que notre rôle, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre quelles sont les coulisses de la fabrication de l'info du point de vue des pigistes. Voilà, donc à ce niveau-là, si on réussit à se positionner comme ça de façon harmonieuse avec les autres acteurs, ça sera le pari, pour moi, sera remporté. Et encore une fois, il y a des choses qui sont trop tôt pour être évoquées, mais on a plein d'idées, ça fusionne, c'est une effervescence incroyable et franchement, c'est très réjouissant de voir que tous ces cerveaux mis ensemble, ça donne une très belle énergie, voilà, très réjouissante pour l'avenir parce que les défis sont nombreux. Et c'est que le début. Il y a un article tout juste paru sur le site slate.fr qui note que l'affaire de la Ligue du LOL, dont on a parlé déjà cette semaine, ce groupe de journalistes qui a harcelé de jeunes journalistes, le plus souvent sur Twitter, autant où c'était, je les cite, comme un grand forum de discussion. Donc ça a aussi un impact important sur les journalistes qui travaillent à la pige. Est-ce que vous avez suivi un peu cette affaire de la Ligue du LOL ? On l'a forcément un peu suivi parce que ça a fait un tel bruit médiatique que oui, on l'a suivi. Ça nous a semblé, je pense, assez hallucinant que des journalistes se permettent de harceler avec une telle violence, notamment des femmes et des femmes racisées pour une partie d'entre elles. Voilà, donc je pense qu'on a été tout à fait choqués en tant que journaliste et en tant que femme. Oui, on a entendu parler en début de semaine. Moi, je ne connaissais pas du tout l'existence de cette ligue. Et oui, c'est vrai que pour moi, ça semble relever des temps anciens, un petit peu. J'étais un peu choquée, voilà. Et donc, justement, pour en parler, je reçois tout de suite Mélanie Wanga, qui est donc journaliste et qui a été l'une des premières à témoigner, justement, puisqu'elle a été malheureusement victime de certains des membres de la Ligue du LOL. Bonjour Mélanie, vous êtes donc journaliste, vous êtes journaliste pigiste ? Oui. Oui. Bonjour. Donc, bonjour, cofondatrice de la newsletter féministe Quad Meuf et du podcast du même nom, du podcast aussi Le Chip, qui est diffusé lui sur Binge Audio. Et vous avez été l'une des premières à parler de la Ligue du LOL, cette affaire, ce harcèlement en ligne. Vous avez même fait quitter Twitter. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, moi, je me suis inscrite sur Twitter en 2009. Donc, très clairement, c'était pas du tout comme ça l'est actuellement. C'était beaucoup plus petit. Il y avait beaucoup moins de monde sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Sur Twitter, il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de gens de la communication, du numérique. Mais c'était un tout petit monde. Moi, de mon côté, la Ligue du LOL m'a pas embêtée dans les premiers temps, mais en revanche, entre, j'ai envie de dire, 2012 et 2013, c'est là où vraiment j'ai commencé à avoir du harcèlement. Alors moi, c'était surtout du cyberharcèlement, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses sortir ces derniers jours dans la presse, de témoignages de personnes qui racontaient vraiment des choses très dures, des agressions sexuelles et autres. Moi, c'était vraiment uniquement sur Internet, ce qui est déjà pas mal quand on est journaliste et qu'on essaye de construire un peu sa carrière et les canaux où on peut promouvoir notre travail. Moi, ça prenait surtout la forme de raids. Les raids Twitter, c'est quand vous postez un message et que d'un coup, vous avez 30 personnes qui arrivent et qui vous disent que vous êtes complètement débile, que ça n'a aucun intérêt, que vous êtes une journaliste de pacotille et que vous feriez mieux de vous taire. Alors, ça arrive régulièrement, hein. C'est normal d'avoir des détracteurs, mais là, ça prenait la forme, surtout que c'était des confrères. En fait, c'était des gens qui travaillaient dans certains médias parisiens déjà à l'époque et qui travaillaient pour la plupart dans des médias que moi j'admirais. Et c'est vrai que se faire dénigrer régulièrement et de manière systématique, à mots couverts ou de manière parfois plus ouverte par des confrères, et sur plusieurs années, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un impact qui se forme. Et moi, j'ai eu aussi des messages sur mon blog, des commentaires dénigrants ou bizarrement rédigés. J'ai eu aussi des mails. Enfin, ils étaient assez créatifs dans leur manière d'harceler les femmes. Tout dépendait de quelle relation vous aviez avec le groupe et de comment vous vous situiez par rapport à eux. Moi, personnellement, j'étais pas très proche d'eux. Mais c'est vrai que malgré tout ça, ils ont quand même eu un impact nocif
En 2013, quand je suis partie, c'était très clairement un moment où ça allait pas du tout professionnellement et psychologiquement. Je me sentais plus du tout à ma place. Surtout à l'époque, j'avais un peu l'impression d'être une des rares femmes noires dans les médias où j'évoluais. Et c'est difficile déjà d'avoir confiance en soi quand on est jeune journaliste, et en plus quand on est racisé, et en plus quand on subit du harcèlement à côté comme ça faisait beaucoup, quoi. Et il y avait d'autres choses, mais c'est vrai que cette année-là, moi, c'est l'année où j'ai fait une dépression, et en fait, je me rends compte que maintenant tout ressort, toutes les émotions ressortent, et que maintenant on a pu raconter notre histoire. Je me rends compte que c'était pas anodin, en fait, et que c'était pas rien. Et le fait de quitter Twitter quand on est journaliste, c'est pas rien non plus, parce que c'est vraiment un lieu important pour prendre la parole, pour se faire un réseau, converser avec d'autres journalistes, et même converser avec les gens qui nous lisent. C'est important. Et au final, je me suis privée de tout ça à cause de l'île du LOL, au final. Ces boys clubs, là, on voit qu'il est clairement établi que ça a un vrai impact aussi sur la manière dont on peut travailler avec des rédactions quand on est journaliste pigiste. En quoi, justement, tu viens de l'expliquer rapidement avec la question justement du harcèlement et puis donc de la confiance en soi, en quoi, justement, ça a eu un impact aussi simplement sur le fait de pouvoir travailler ou pas concrètement? Alors, ce boys club-là, il était particulièrement sophistiqué dans le sens où ce qu'ils enlevaient aux journalistes qui ne rentraient pas dans le boys club, donc souvent des femmes, souvent des personnes non blanches, souvent des personnes LGBT, ces personnes qui dénigraient, dont ils se moquaient sous couvert d'humour parce que c'était de l'humour soi-disant. Et ben en fait, ils enlevaient des opportunités, de la confiance en soi, du bien-être à ces personnes que eux, au final, récupéraient parce qu'eux, ils étaient légitimés quelque part. À l'époque, tout le monde trouvait que ce qu'ils faisaient était plus ou moins drôle. C'était bon enfant, c'était rigolo. Quand on osait dire que c'était un peu limite, on nous disait « Ah, mais tu sais pas rire, ça va, c'est des blagues ». Et puis surtout, ils étaient légitimés aussi au-dessus par les personnes qui les embauchaient. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens de la Ligue du LOL, à l'époque, on trouvait que c'était vraiment une nouveauté parce qu'ils maîtrisaient les codes d'Internet et des réseaux sociaux. C'était vraiment l'époque du journalisme web qui débarquait. Eux, ils avaient inventé ce journalisme qu'ils appelaient le journalisme LOL. Donc pour eux, c'était faire des blagues en même temps qu'on faisait du journalisme. Sauf qu'en fait, les blagues, elles étaient aux dépens de qui ? On s'en doute, elles étaient aux dépens des gens qui n'étaient pas eux. Donc, ils étaient légitimés je pense aussi par les patrons de presse, qui les voyaient comme des jeunes gens talentueux, qui maîtrisaient un univers auquel eux ne comprenaient rien. Et donc, du coup, ça se mesurait vraiment au nombre de followers. Et je pense notamment à quelqu'un comme Vincent Glade, qui a été tout de suite très suivi. C'était un des journalistes les plus suivis à l'époque. Et il avait une vraie aura grâce à ça. Grâce à ça, quand il était dans des rédactions, les gens se disaient « mais si tout le monde le suit, c'est qu'il a quelque chose à dire, c'est qu'il sait mieux que nous comment ça fonctionne Internet ». Or, en fait, ça a contribué à mettre en place effectivement une espèce de boys club qui décidait qui avait le droit d'en être, qui n'avait pas le droit d'en être. Les personnes qui n'avaient pas le droit d'en être, c'est parce qu'elles produisaient du contenu ou des tweets, des articles de blog, des articles de presse qui n'étaient pas considérés comme cool, et donc elles méritaient d'être harcelées. Donc c'est vrai que ce boys club-là, il était nocif dans le sens où eux, ça leur a permis d'évoluer, ça leur a permis de trouver des postes assez élevés, d'être vus comme des gens cool, comme des gens qui façonnaient au final notre usage d'Internet. Mais c'est eux qui avaient fixé les règles. Et alors, vous pouviez ne pas vouloir jouer le jeu, vous pouviez ne pas vouloir être sur Twitter, comme je l'ai fait à un moment, mais déjà, vous coupiez des bienfaits d'être sur Internet. Et si vous jouez le jeu, en fait, vous jouiez leur jeu. Donc ça voulait dire que vous vous ouvriez aussi à la possibilité d'être harcelé à votre tour s'ils n'aimaient pas un truc que vous avez dit. En plus, quand on est une femme, on a vu qu'ils ont une relation particulière aux femmes. Hein, tout ce truc de harcèlement, ces envois de photos de décolleté. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très très malsain autour des femmes. C'était soit elles étaient dans leur bande, donc ils les utilisaient un petit peu, soit elles n'étaient pas dans leur bande, et donc c'était du harcèlement à coups de « t'es moche, t'es grosse, t'es noire et on ne voudra jamais ». Quoi. Donc voilà, c'était un écosystème très compliqué à gérer parce que c'est pas nous qui l'avions créé, et malgré tout on nous disait le journalisme web c'est ça, est-ce que tu veux en être ou pas?
Du coup, ça compliquait les choses. C'est la dernière question. On voit que du coup, par effet de domino, on a entendu donc beaucoup d'autres histoires qui se passaient dans les rédactions. Donc, on a un peu le sentiment qu'il y a la fin d'une époque, la fin peut-être du cool de ce journalisme-là, la fin d'une omerta aussi quant aux violences et en tout cas au harcèlement diligenté particulièrement envers les femmes et toutes les personnes qui ne représentaient pas, qui ne faisaient pas partie de ce boys club, d'hommes hétéros, plutôt bien faits de leur personne, bien nés, etc. Qu'est-ce que selon vous, ça va changer, et notamment pour des journalistes qui sont en dehors des rédactions et n'ont pas joué ce jeu-là, justement, de cette domination malsaine? Alors, je ne suis pas sûre qu'on a éradiqué les boys clubs à tout jamais. J'aimerais bien, mais malheureusement, j'en suis pas sûre. En revanche, ce que je pense que l'affaire montre, c'est que les mentalités changent. Là, on est en 2019, ils ont commencé en 2009, donc ça fait 10 ans que ça dure, ça date pas d'hier. Ça a mis très longtemps à sortir. Il y a beaucoup de moments où moi et les personnes que je connaissais qui avaient été victimes, on se disait en fait ça sortira pas parce qu'on n'a pas de preuves, ils ont effacé beaucoup de choses, et puis de toute façon ils sont intouchables. Mais en fait on se rend compte que non, les gens ne sont pas intouchables, que les cimetières sont remplis d'indispensables comme on m'a dit une fois, et surtout... en fait, je pense que maintenant, il y a une vraie écoute. On dit la parole s'est libérée, mais c'est l'écoute aussi qui s'est mise en place. On a décidé, peut-être depuis MeToo, il y a 2 ans, mais on a décidé qu'en fait, les personnes qui n'étaient pas en position de force avaient peut-être des choses vraies à dire. Et moi, ce déferlement de témoignages, ça m'a énormément touchée. Hein, parce que quand j'ai été dans les premières à témoigner, je me disais un peu, j'ai rien à perdre. De toute façon, maintenant, ils ne peuvent plus rien me faire, puisque moi, je suis pigiste, je suis pas en rédaction. Voilà. Mais quelque part, j'avais peur. Quelque part, je me disais, ils me faisaient toujours peur, ces gens-là. Et quand j'ai vu les témoignages affluer et quand j'ai vu qu'en fait, on avait une force aussi, nous, qu'on pouvait dire les choses et qu'on pouvait être entendu, ça m'a confortée. Je me suis dit, alors peut-être que maintenant, la société est prête à agir plus vite, plus rapidement. Quand les gens disent que ce genre de choses arrivent, peut-être que ces boys clubs en fait ne perdureront pas. On l'a vu aussi avec l'exemple du Huffington Post et de Vice. C'est des choses qui ont été révélées au public là, mais qui avaient lieu déjà l'année dernière. Et déjà l'année dernière, les gens avaient été licenciés. Donc peut-être que maintenant la société arrive à une étape où quand 5, 6, 7, 8 femmes vous disent en fait lui c'est un harceleur, peut-être qu'on va au moins prendre en compte la parole et que c'est pas parce que cette personne est chef de rubrique ou rédacteur en chef qu'on va le laisser continuer à faire ça, quoi. Merci beaucoup. Merci Mélanie Mwanga d'être venue nous parler donc de cette affaire de la Ligue du LOL et de la question aussi des journalistes pigistes. Je voulais aussi remercier Constance Desportes et Delphine Bauer qui sont venues aussi pour parler de notre métier de journaliste qui n'est pas toujours facile à effectuer et notamment quand nous sommes des femmes. Merci encore et merci. Merci à toi.